un sens positif, n'est-ce pas? Surtout de la manière, de la quintessence même de la présentation, n'est-ce pas? L'animatrice, vous me rappelez, n'est-ce pas, mon cours de sociologie et du système franco-ontarien à l'Université d'Ottawa. Mais je crois que c'est la présentation est très parfaite, ça il faut le révéler, et c'est pour nous l'occasion de le dire maintenant. Et nous vous remercions chaleureusement, n'est-ce pas, de venir partager ces différentes connaissances avec nous ici. Et ma foi, je suis très ravi, je suis vraiment très content, n'est-ce pas, de me faire ce rappel, n'est-ce pas, des connaissances que j'ai acquises il y a de cela 4 ans. Pour revenir peut-être encore au concept même de l'éducation, proprement dite, vous l'avez souligné, transmission des valeurs. De nos jours, oui, transmission des valeurs en termes global de l'éducation, ça vient en premier lieu. Mais on constate dans notre système canadien que la transmission des valeurs, beaucoup plus parlant de la culture, des valeurs spirituelles, des valeurs liées à la religion, sont beaucoup plus mises de côté, ces valeurs sont mises de côté et on laisse beaucoup plus la tâche aux parents. Et c'est là où ça revient dans le contexte du savoir-être, de savoir vivre en société, de l'attitude de l'enfant, de son comportement. Mais pour nous, en tant qu'enseignants, on s'attarde beaucoup plus sur le savoir-devenir de l'enfant. Sur le savoir-devenir de l'enfant. Et pour révéler un fait, c'est que le savoir-devenir de l'enfant, n'est-ce pas, s'emballe ou bien se marie, n'est-ce pas, avec le savoir-être de l'enfant. Parce que en matière de gestion de classe, si le comportement de l'enfant, n'est-ce pas, est négatif, le savoir-devenir de l'enfant serait zéro. Et c'est là où le bas blesse, parce que le savoir-être de l'enfant est bafoué. Très souvent, vous l'avez révélé aussi dans votre propos, l'enfant, ça veut dire que l'éducation, l'instruction de l'enfant devient pour le parent comme un débat. L'enfant devient ennuyeux pour le parent parce qu'il y a ce concept de la démocratie qu'on laisse à l'enfant. Tu ne dois pas toucher l'enfant n'importe comment, le parent ne doit pas faire n'importe quoi à l'enfant. Et là, le savoir-être de l'enfant est très très difficile à concevoir parce que le parent n'a pas la même mise sur l'enfant quant à son comportement, quant à son éducation liée aux valeurs. Et je voudrais aussi réagir par rapport au PU, vous l'avez dit, le retard mental. C'est très important que les parents puissent savoir. Mais très souvent, il y a ce problème de communication, n'est-ce pas, qui pose un réel problème. Très souvent, on ne sait pas pourquoi on a créé ce programme. Le gouvernement a créé ce programme pour ces enfants qui ont un retard mental, vous l'avez dit. Mais quand le parent n'est pas au vent, n'est-ce pas, n'est pas au parfum de cela, ça devient un peu difficile, n'est-ce pas, à l'enseignant, n'est-ce pas, lié, parce qu'on a toujours un enseignant, n'est-ce pas, lié à ce programme, enfance en difficulté. Et c'est aussi un peu différent, n'est-ce pas, du tutorat que vous avez évoqué. Le tutorat, très souvent, on voit que les deux vont ensemble. Mentorat, tutorat, oui, ça va, mais en ce qui concerne peut-être le pays, c'est bien différent. N'est-ce pas? Le tutorat, c'est celui qui assure le terme académique. Et très souvent, nous en Afrique, pour en terminer en Afrique, et c'est là où il y a cette différence, n'est-ce pas, au niveau du système éducatif. En Afrique, justement, il y a le parent qui est un peu occupé. Les monoparentales, par exemple, ils ont ce que nous appelons les répétiteurs. Nous avons les répétiteurs en Afrique. Mais dans le contexte canadien, c'est un peu difficile, n'est-ce pas, d'avoir un répétiteur, à moins que ça passe, ça concourt par le conseil scolaire. Donc c'est là où je voudrais, n'est-ce pas, en venir, et je vous en remercie pour votre présentation. Et je viens réagir à ça, et effectivement, chez nous,
pas le même niveau que moi, donc qui avaient besoin de, chez nous on dit, leçons particulières. Donc on prenait quelqu'un, un adulte ou un jeune plus âgé, donc on lui payait, ou une personne de la famille, bien entendu, qui soit présentée, qui aidait l'enfant comme un tuteur, effectivement, comme à la fois qui était un tuteur et un enfant. Et malheureusement ici c'est vrai, c'est extrêmement difficile parce que c'est quelque chose qui est très coûteux aussi. Hein. Si jamais on a un professeur ou une professeure et puis on lui fait faire du tutorat avec nos enfants, mais parce que si je m'abuse, il y a aussi le programme de tutorat dans les écoles. Mais ce que je suis en train d'expérimenter avec plusieurs parents de notre communauté, c'est que ces parents-là ne donnent pas assez n'accordent pas suffisamment d'importance au programme de tutorat. Quand les enfants finissent à l'école, soit que les parents rapidement ils courent les chercher à l'école, alors que l'enfant a de la difficulté, l'enfant aurait pu rester en tutorat ou le parent aurait pu demander aussi du tutorat. Mais comme le parent n'est pas impliqué, donc tout ce qui lui intéresse, c'est d'amener l'enfant, déposer l'enfant à l'école, aller chercher l'enfant, et puis l'enfant vient, est-ce que tu as été le voir? Ou bien oui, maman, je l'ai été à l'école, ou je l'ai déjà fini, puis c'est pas fait, vous comprenez? Donc alors je pense que c'est un problème qui est un petit peu complexe, mais ce n'est pas un problème qui est impossible à être résolu. Donc si nous combinons toutes les stratégies possibles et imaginables, si nous combinons nos efforts, moi qui suis professeur, et vous qui êtes professeur, et naturellement je sais que vous êtes assez utile pour votre communauté, et puis nous qui sommes parents, nous impliquer la communauté, et surtout il faut que le gouvernement sache que la problématique est réelle, mais il y a aussi des ressources que le gouvernement peut utiliser pour l'aider à résoudre ce problème, à résoudre cette problématique. Donc, tout ce que le gouvernement a, c'est de nous écouter, nous, qui sommes sur le terrain, avec les parents, avec les familles. Les organismes communautaires, ce sont ces organismes qui sont sur le terrain. Il faut les écouter, il faut les équiper. Il faut les équiper. Voilà. Avant qu'on puisse réagir, parce que le temps de réaction est bien limité, parce que le repas c'est refroidi, et il y a la route qui nous attend aussi. Alors, c'est très bien fait. J'aimerais toucher un deuxième problème, une deuxième problématique, qui est celle du modèle. Et troisième, de la bivalence des cultures. Ça nous rattrape encore dans le suivi de nos enfants. Je crois que Mme Marlène a dû étaler quel est le système qui existe chez nous. L'enfant n'a pas droit à la parole, n'est-ce pas? L'école est responsable de l'instruction des enfants. Toujours l'éducation, ça retourne à la femme. C'est pas seulement en Haïti, même chez nous. Rappelez-vous, quand une jeune fille tombe enceinte, qu'est-ce que le papa fait? Il le prend la maman, il chasse, il peut tabasser parce que tu n'as pas pu éduquer quoi? L'enfant. Mais pourtant, ça devait être quelque chose qui n'est pas partagé. Alors, vous savez qu'à l'école, on nous a tapé aussi avec des règles, n'est-ce pas? Eh bien, nous connaissons tous comment ça s'est passé et le papa ne pouvait pas dire un mot parce qu'on t'a tapé avec des règles. Des fois même, il y avait une conspiration entre les parents et les enseignants contre les règles. C'était un système différent. L'enfant n'avait pas droit à la parole. Ici, c'est différent. Mais nous qui amenons les enfants, comme je vous ai dit, les ateliers, c'est chevauché. C'est complexe. Nous avons vu que l'enfant, s'adapte très rapidement. La femme vient et nous sommes toujours en retard, nous comme hommes. Mais, comme il a dit, c'est comme si on nous dit dans notre cerveau fonctionne. C'est côté les systèmes de chez nous. C'est côté les systèmes d'ici. Il y a une lutte qui se fait là. Parce que même elle-même qui a étudié, même moi-même, des fois, j'ai tendance, n'est-ce pas, à
aller avec mon enfant comme j'ai été aussi éduqué. Et ça, c'est le cas de vous aussi. Questionnons-nous un peu là-dessus. Mais lui, l'enfant, il n'est plus un enfant qui est dans l'état où toi tu étais. Il est devenu canadien. Ne vous en faites pas. Alors, il y a un choc que vous allez créer dans la famille. Et c'est ainsi que ces enfants, quand ils voient aussi ce qu'ils ont comme droit, se s'empire, vous le savez, parce qu'ils savent qu'il est fort. L'enfant peut appeler seulement la police, toi le papa, tu es parti. Mais non, il faut tenir compte de cela, pas seulement des reproches, chez nous on reproche directement, mais non, aller chercher le point fort, comme on l'a dit, et puis essayer de parler, il n'y a pas seulement des reproches. Faisons cet exercice. C'est difficile d'échanger, mais on est obligé de faire quoi? De céder un peu. Vous voyez, quand vous vous rappelez, même moi, quand je rentre chez moi dans ma famille, je suis contrecarré à tout ce qui est débattu ici. N'est-ce pas? Et des fois, même ma femme me dit, hey, je vais dire à ces hommes à qui tu parles, hein, et tu fais aussi ça. Vous voyez, c'est pas facile du tout, mais il faut que nous puissions faire un effort. Les modèles, oui, ça, il faudra faire voir des choses, parce que nous restons toujours chef de la famille, n'est-ce pas? Mais c'est pas parce que l'autre est la même plus. Les chicanes entre mère et père, qu'est-ce que ça fait sur l'enfant? J'ai entendu un enfant de 5 ans, parce qu'elle a un ami à elle dont les parents sont séparés. Et il sépare les enfants. Elle a tout compris là, non? Papa et maman, ils ne s'entendaient pas. C'était tout le temps. Non, la solution était de se séparer, hein? Ils sont partis voir un conseiller matrimonial et il y a eu la séparation. Et maintenant, elle parle à sa mère. Mais maman, si vous ne vous entendez pas avec le papa, il faut vous séparer. 4 ans. C'est ça. Vous comprenez? Alors c'est très dangereux, il faut qu'on puisse comprendre cela. J'ai provoqué comme ça et je laisse M. Basile.